Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité, Charles Fitterman. Bonjour. Bonjour. Alors, rien ne vous prédestinait, vous, le petit garçon juif de Saint-Étienne, né Shilek Fitterman dans une famille modeste venue de Pologne, qui aura dû vivre caché pendant l'occupation pour échapper à la Shoah. Donc, rien ne vous prédestinait à devenir ministre. Après avoir été un ouvrier, un militant, un syndicaliste, un cadre du Parti communiste, secrétaire de Valdez-Crochet puis de Georges Marchais, c'est pourtant ce qui vous arrive en 1980 quand vous devenez l'un des 4 ministres communistes de François Mitterrand et de Pierre Mauroy. Et qui plus est, ministre des Transports et ministre d'État. Ministre d'État. Un poste, celui des Transports, que vous quittez au bout de 3 ans, quand le Parti communiste, votre parti, décide de ne plus participer au gouvernement. Le Parti communiste, dont vous étiez adhérent depuis vos 16 ou 17 ans, vous le quittez au début des années 90, avant de rejoindre le Parti socialiste et d'y militer jusqu'en 2017. Alors parlons d'abord, et on y reviendra, de vos origines, Charles Fitterman. Vous êtes juif, votre père, Moshe, a été exterminé à Auschwitz. Est-ce que vos origines sont importantes dans votre parcours ? Je ne sais pas si elles sont importantes dans mon parcours. En tout cas, je ne les ai jamais reniées et je pense qu'elles m'ont constitué. J'ai été quand même marqué très enfant et puis jeune ensuite par la culture juive, par la langue, le yiddish. Parce que j'ai été élevé en grande partie par ma grand-mère qui était venue en France en 1937. Et donc, comme elle parlait que le polonais et le yiddish, j'ai appris le yiddish de cette façon. Je parlais mieux le yiddish que le français quand j'étais tout petit. Et vous l'avez encore en tête, on en parlera tout à l'heure. Et juste de dire aussi que ce que vous avez vécu comme enfant juif persécuté, caché, vous a conduit quelque part à vos choix politiques. Oui, certainement. Ça... le fait d'avoir été caché pendant plusieurs années, je me suis posé beaucoup de questions et ça m'a surtout conduit à refuser, à rejeter viscéralement tout ce qui est arbitraire, tout ce qui est violence gratuite, tout ce qui est discrimination. J'étais horrifié par tout ce que j'ai vu, entendu, et aussi par le fait que mon père a été arrêté, déporté, n'est pas revenu d'Auschwitz. On va y revenir. Alors on va parler d'abord de quelques mots de votre carrière, votre parcours politique. Vous avez commencé à militer au Parti communiste au début des années 50. Pourtant, à cette époque, et vous parliez de vos idéaux pour la justice, le PSF était très proche, Parti communiste, très proche du grand frère soviétique et de Staline. Vous savez, à l'époque, il y avait surtout quelque chose qui marquait pas seulement la population juive, mais la population française en général. C'est le rôle qu'avait joué l'Union soviétique pendant la guerre. Moi, je me souviens, en 1943, j'étais dans la ferme. On va en reparler. On était caché. Et on écoutait la radio parce que la fermière écoutait la radio, elle était assez attentive aux événements. On va en parler de cette personne, cette juge qui vous a caché. Et on a annoncé la victoire de Stalingrad. Et cette fermière a dit, mais c'est formidable, la guerre va finir. Alors sur le coup, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Bon, je l'ai écouté. Mais après, j'ai mieux compris parce que c'était la première victoire sur le nazisme. Vous aviez une dizaine d'années. Et donc, au lendemain de la guerre, en fait, l'Union soviétique avait un renom extrêmement positif. C'est si vrai que le Parti communiste lui-même aussi avait combattu dans la résistance. Le parti des fusillés. Très fortement, oui, on l'appelait comme ça. Il y en a eu plusieurs dizaines de milliers. Et avait une forte influence, 25-26% selon les élections. Et beaucoup de juifs, à cette époque, au Parti communiste. À cette époque, la majorité des juifs de France étaient, disons, si ce n'est communistes... Compagnons de route, en tout cas, du Parti communiste. En tout cas, proches, avec une opinion favorable. Et ça a évolué. Alors, quand vous étiez l'un des dirigeants du Parti communiste, Charles Fitterman, l'antisémitisme faisait des ravages en URSS, des purges staliniennes aux arrestations et persécutions des refusniks sous Brejnev. Comment vous avez vécu ça à l'intérieur du Parti communiste ? Est-ce que vous occultiez ces faits ou est-ce que vous y réfléchissiez ? Est-ce que vous y pensiez ? On ne les a pas occultés puisque
dès les années 60, il y a eu des protestations du Parti communiste à propos de différents dissidents, Pliouch, un certain nombre d'autres, Boukowski, qui ont été persécutés. Oui, mais l'antisémitisme, on en parlait peu, Marché occultait ça. Il a parlé même de bilan globalement positif de l'URSS. Oui, mais ça, l'antisémitisme n'était pas aussi évident que ça de la part de l'Union soviétique. Et la persécution des Juifs était avérée. Il était plus marqué en Pologne qu'il ne l'était en Russie. Et on va en reparler. Alors, vous avez fait votre par rapport au Parti communiste. Cette formule de Picasso, je suis venu au Parti communiste comme on va à la fontaine pour boire quand on a soif. Et il vous a fallu quelques dizaines d'années pour déchanter. Mais vous savez, les choses ne sont pas si simples. Alors, j'ai une formule, je dis que l'acide des faits est très lent à entamer l'acier des convictions. Quand vous croyez à quelque chose fermement, il faut beaucoup de choses pour que ce soit mis en cause. Il n'y a qu'à voir l'Église en ce moment. Et en fait, il y a eu comme ça, en cheminant, d'abord il y a eu le 20e congrès du PCUS où les crimes de Staline ont été dénoncés. Et nous avons pensé que c'était un bon chemin pour tourner la page. Ensuite... Et il a fallu attendre plus de 30 ans après. Non, il y a quand même eu des décisions assez vite, mais tout ça était progressif. Et puis, il y avait aussi en face le camp des puissances capitalistes. Nous étions dans un pays capitaliste. Et les choses, étaient pas si simples parce qu'il fallait se battre ici. Vous savez, je me souviens de 56, quand il y a eu l'intervention en Hongrie, les soviétiques. Moi, j'étais à l'armée et il y avait la guerre d'Algérie. 23 ans, vous aviez. Et oui, il y avait la guerre d'Algérie, donc on était plutôt obsédés par la guerre d'Algérie plutôt que ce qui se passait à l'Est. Puisqu'on parle de l'URSS, on va parler de la Russie, de Poutine. Qu'est-ce que vous inspire la guerre de Poutine en Ukraine ? Est-ce que vous dites Poutine est l'héritier de Staline ? Il faut se méfier mais je vous pose la question, des comparaisons. Ouais. Non, les choses sont différentes. D'ailleurs, aujourd'hui, la Russie est un pays capitaliste. On a l'air d'oublier. C'est plus un pays communiste, c'est un pays capitaliste. Et on parle assez des milliardaires russes. Et donc, les rapports sociaux... Sur la façon de gouverner, je parle. Les rapports sociaux ne sont plus ceux qu'ils étaient auparavant. Donc, Poutine est un représentant de la classe capitaliste russe. Et le tort qu'il a aux yeux des Occidentaux, c'est de défendre les intérêts des capitalistes russes. Voilà. Et donc, il y a des contradictions. Là. Alors, cela dit, l'intervention en Ukraine, moi, je la condamne. Je considère que c'est une faute politique lourde. Au-delà des aspects humains de la guerre, c'est une faute politique lourde. Il s'est trompé d'époque, Poutine. Il a cru qu'on pouvait intervenir comme ça, comme on l'avait fait précédemment. Et... ça va coûter cher, non seulement à l'Ukraine, mais à la Russie, et même au mouvement progressiste à l'échelle du monde. Alors quand vous entendez Ségolène Royal, que vous avez soutenu en 2007 à la présidentielle, vous étiez proche d'elle, développer des propos complotistes pro-Poutine, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, je n'ai pas bien compris ce qu'elle avait raconté. Mais en gros, elle soutenait les thèses de Poutine. Elle est coutumière de ce genre de formule, c'est-à-dire pas très réfléchie. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit. Elle a vrillé, Ségolène Royal, ou pas ? Ça lui arrivait, vous savez, de parler avant de réfléchir. Alors venons-en à votre entrée au gouvernement en 1981, ministre d'État, ministre des Transports, ce qui n'a pas été évident après la rupture de 1977 et des années de polémique. Pourquoi vous, Charles Fitterman, Schilek Fitterman, vous avez fait partie de ces 4 ministres communistes ? Simplement parce que j'étais un des dirigeants du Parti communiste, un des 4 ou 5, disons, plus haut placés dans le Parti communiste, parce que j'étais assez proche à cette époque de Georges Marchais. Vous étiez son secrétaire ? Je ne l'étais plus, là. Vous avez été son secrétaire et vous étiez élu... J'ai cessé de l'être en 1976. Mais bon, disons que je semblais, aux yeux de Georges Marchais, avoir le profil pour faire assumer cette responsabilité-là. C'est pour ça qu'il me l'a proposé. Moi, j'aurais voulu que ce soit lui qui aille au gouvernement. Il voulait pas. Mais il n'a pas voulu. Non, il voulait rester à la tête du Parti communiste. Et on en parlera après, puisqu'on parlera de la période de la guerre où vous avez été caché chez des paysans dans la Loire. Vous auriez voulu être ministre de l'Agriculture ?
Ben oui, parce que j'avais conservé de cette période de la guerre un certain attachement pour les questions agricoles et aussi pour le monde paysan, il faut le dire. Ouais. Et donc, j'avais mis cette idée, mais je savais très bien que ça ne serait pas possible. Et on va en parler de cette période de la guerre parce qu'elle est importante chez vous. Vous dites que dans les premiers jours du gouvernement Mauroy-Mitterrand, vous regardiez vos collègues socialistes comme des ethnologues observant une peuplade, donc les 4 milices communistes, mal connues. C'est vrai? Et c'était un regard intéressé ou un regard méprisant de vos collègues ministres socialistes? Ah non, pas du tout méprisant, parce qu'on était alliés, puis, vous savez, moi je tire pas un trait comme ça, je qualifie pas tout un groupe humain, donc il y avait des gens différents parmi mes collègues, et donc non, c'était plutôt un regard intéressé pour bien comprendre la manière dont ils fonctionnaient. Et alors, pendant le Conseil des ministres, c'est l'ordre protocolaire qui veut ça, vous étiez le quatrième ministre par ordre protocolaire, si je me trompe pas. Troisième ministre par ordre protocolaire. Ouais. Vous étiez assis à côté du président Mitterrand. À sa gauche. À sa gauche. À sa gauche. Tout un programme. Voilà. Avez-vous été comme d'autres sous le charme de François Mitterrand ou pas? Non, je crois pas. Vous savez, moi, je suis pas si facile à séduire. Et non, ce que j'ai apprécié, c'est vrai qu'il avait une culture extraordinaire. Il avait des références et il avait une capacité d'improvisation. Il était meilleur dans les improvisations que dans le discours. Notamment quand il remettait d'ailleurs des décorations. Ah oui, parce qu'il le faisait sans note. Hein. Ouais. Et quand il intervenait au Conseil des ministres, quelquefois ça durait un quart d'heure, 20 minutes, mais c'était des morceaux de littérature. Donc, ça manque aujourd'hui des hommes comme lui ou pas? Je crois que disons que le style n'est plus le même. La culture n'est plus la même. Mais c'est vrai que des hommes qui sentent le pays, comme ils le sentaient, ça manque. C'est pas le cas d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Oh, pas du tout. C'est un intellectuel d'abord, mais un homme qui s'est rallié totalement à la grande bourgeoisie, à la finance, et qui est assez superficiel. Il a besoin des études répétées tous les jours et des sondages pour sentir le pays. Il ressemble un peu à Giscard de ce point de vue. Ouais. C'est la jeunesse de Giscard et c'est les idées, l'idéologie Giscard, Macron? Beaucoup plus que Giscard. Ouais. Giscard était moins libéral que lui. C'est un ultra-libéral. Moi, je dis que c'est un thatchériste sournois. Thatchériste sournois. Alors, on revient à Mitterrand. Mitterrand, c'était donc Macron, thatchériste sournois. Mitterrand, un homme d'État, un manipulateur, un séducteur, un florentin. C'est quoi? C'est qui? Oui, on peut dire tout ça. C'est vrai qu'il avait une capacité. Je dirais d'abord qu'il avait une ligne de conduite. Il avait quelques principes auxquels il était fidèle, des objectifs, et il avait une stratégie. C'est vrai que la stratégie, d'ailleurs, l'une des stratégies, c'était d'abattre le Parti communiste. Bon, pas de l'abattre, mais disons de le supplanter, de le circonvenir. Il a réussi. Et oui, mais enfin, on peut pas dire que c'est seulement grâce à lui. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est à cause des communistes. Mais il y a contribué. Ouais. Et donc, il y avait ces qualités-là, mais en même temps, c'est vrai que par sa séduction, sa parole, sa stratégie, il circonvenait un certain nombre de gens, mais non pas seulement de façon, disons, grossière, malhonnête, mais de façon intelligente. Intelligente. Et alors, quand vous l'écoutiez, François Mitterrand, que ce soit en conseil ou ailleurs, qu'est-ce que vous disiez? Vous savez, j'écoutais ce qu'il ne disait pas. Ah. Voilà. Vous écoutiez entre les paroles? Oui. Vous lisiez entre les lignes? Absolument, parce qu'il avait un art de défendre une position ou de préconiser quelque chose, mais qui ne correspondait pas, je le savais pertinemment, à ses convictions profondes. Par exemple? Par exemple, quand il y a eu les premières mesures avec le ticket modérateur sur la santé, les restrictions de crédit, et il a fait une intervention au cours du Conseil des ministres pour dire, il a mis ça sur le dos de Mauroy. Il a dit, monsieur Mauroy, vous proposez tout ça, c'est quand même un peu regrettable, ça va charger des gens qui n'ont pas les moyens, mais si on est obligé,
Ouais, donc c'était pas lui, c'était Maurras. Ouais. Alors, vous avez quand même eu donc... J'ai un autre exemple extraordinaire. Je l'ai accompagné en Union soviétique. Oui, parce que c'était encore l'Union soviétique. En 84, oui. Brejnev. Non, c'était Tchernenko. Ah, Tchernenko, 84. C'était un cadavre ambulant. Tchernenko, qui n'est pas resté longtemps au pouvoir. Et à un moment donné, il a appelé la délégation. Il était assis sur un canapé, là, dans un salon du Kremlin, puisqu'on était logé au Kremlin. Et il a commencé un discours à n'en plus finir sur l'Union soviétique, les morts de la guerre, il faut essayer de comprendre, il faut faire attention, etc. Enfin, quelque chose de très pro-soviétique. Alors, moi, évidemment, j'étais surpris. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en sortant, j'avais Maurice Faure à côté de moi. Et je lui dis à Maurice Faure, qu'est-ce qu'il lui a pris au président? Alors, il a éclaté de rire et il m'a dit, il parlait pour les micros. Alors, vous avez eu en tout cas de bons rapports avec lui, avec Mitterrand? Disons que des rapports de travail. J'ai jamais eu des rapports privilégiés avec Mitterrand, mais des rapports de travail. Rapports de travail et aussi des rendez-vous avec lui. Vous avez parlé avec lui dans son bureau. De quoi vous parliez avec lui? Est-ce que vous avez parlé de la Shoah avec lui? Non. Jamais. On n'a jamais eu l'occasion. Vous savez, quand je le voyais, c'était pour parler des choses qui me préoccupaient, des dossiers. Jamais des discussions personnelles avec lui? Un peu, lui. Une fois, il m'a parlé de son père, il m'a fait voir la carte de son père. Il était chef de gare. Ah oui, puisque vous étiez ministre des Transports. Hein. Voilà. Donc, il m'a fait voir la carte de son père, auquel il était très attaché. Il m'a fait un numéro de séduction, un petit peu. Ouais. Mais je crois qu'il vous aimait bien. Et d'ailleurs, il aimait bien les ministres communistes. Je crois surtout qu'il voulait garder les communistes au gouvernement. Vous êtes resté 3 ans. Donc il faisait très attention avec moi, puisque j'étais le chef de file des ministres communistes. Alors la Shoah, Charles Fitterman, vous l'avez en vous, elle est dans votre mémoire, c'est bien cela? Oui, c'est une page terrible de l'histoire, d'abord de l'histoire en général, et puis de l'histoire juive, bien sûr. La culture yiddish, elle est en vous? Oui, je l'ai gardé puisque je parlais le yiddish. Alors j'ai perdu beaucoup puisque je ne le parle pas couramment. Mais vous le parlez quand même? Dites-nous quelques mots en yiddish. Très mal. Comment? Dites-nous quelques mots en yiddish. Vous savez lire un peu le yiddish, hein, un petit peu le yiddish? Non, c'est schwer, famille de reden yiddish. Vous avez oublié. Ouais. Hein, vous voyez, je comprends un petit peu. Et alors, je sais que vous aimez la culture yiddish, donc elle est en vous, elle est toujours en vous. Ah oui, moi je ne l'ai jamais mis de côté, ça fait partie de ma personne, et puis c'est une richesse, et puis je n'ai pas une vision uniforme, même de l'appartenance à la France, au peuple, à la France. Il y a une diversité en France, et les Juifs dont je suis, d'origine juive, en font partie. Et il n'y a pas de raison qu'ils renient leur culture, leur façon de cuisiner, et leur chant. Moi, j'ai encore chez moi des disques yiddish, bien sûr. Et alors justement, je sais que vous aimez particulièrement cette chanson Belz, une chanson de la culture yiddish. On va en entendre quelques notes. Belz. Belz, Majestät Belz. On l'entend. Je sens que vous êtes ému en entendant cette chanson, ces paroles. C'est Talila qui chante. Talila qui chante. Ouais, je sais, je connais, je l'ai entendu. Alors, c'est ma mère qui chantait ça, elle chantait très bien, ma mère. Ouais. Et elle chantait de temps en temps des chansons comme ça. Et donc ça, c'était avant-guerre. Donc vous avez encore... Non, c'était... Avant-guerre, après la guerre aussi. Après la guerre. Mais vous avez encore, 80 ans après... Ah, je l'ai encore dans les oreilles. Vous l'avez encore dans les oreilles, vous voyez votre mère chanter ça. Ouais. Hein, elle avait une belle voix, elle chantait bien. Ouais. Et c'est quoi que disent les paroles de cette chanson, Charles Fitterman? C'est une chanson nostalgique dans laquelle la chanteuse se réfère à son village où elle a vécu, où elle a aimé, etc. C'est une chanson sur les shtetl yiddish de Pologne. Alors vous êtes né à Saint-Étienne, mais pas en Pologne. Vos parents sont nés en Pologne. Oui, à des endroits différents d'ailleurs. Alors, c'est quoi précisément Moshe, votre père? Il est né où?
Ah, il est né à l'est de la Pologne. Je me souviens plus du nom, dans un village polonais. À Sztetl. Je crois qu'il est aujourd'hui en Biélorussie d'ailleurs. Et votre mère? Et ma mère est née elle a beaucoup vécu proche de Łódź, Lodz, Lodz. la deuxième ville de Pologne. Et alors, Dans un milieu ouvrier, son père était menuisier. et alors vos parents, ils parlaient yiddish à la maison? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils parlaient français aussi? Entre eux, ils Oui. parlaient yiddish, à l'extérieur le français. Oui, oui, ils ont appris le français. Oui. Et vous, le petit Schilek Fitterman, hein, devenu Charles, Ouais. il parlait il yiddish y a pas avec eux? longtemps, hein. Il parlait yiddish avec eux? Et avec votre Oui, famille? bien sûr. Hein? Oui. On parlait français, on parlait yiddish. J'ai surtout parlé avec ma grand-mère aussi, Ouais. qui a tenu beaucoup de place dans ma vie. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle était à la maison. Quand on était petit, elle nous a élevés, soignés. Elle faisait la cuisine aussi. Qu'est-ce que vous mangiez à la maison? J'ai mangé des Kneidler pour Pâques. Ouais, parce que vous étiez un peu religieux, hein? Non, pas vraiment. Non. Mais vous étiez imprégné de cette culture. Mon père était un peu, mais ma mère était d'un milieu. Son père était au Bund en Pologne. Ubuntu, ouais. Et elle était d'un milieu plutôt socialisant et de gauche. Hmm. Et elle n'était pas vraiment croyante. On reparlera de tout ça, mais la chanson de Talila Bels, cette chanson yiddish, c'est la chanson d'un monde disparu. Oui, malheureusement, on peut dire ça, parce que un de mes grands regrets, d'ailleurs, quand je suis allé en Israël, j'ai constaté que le yiddish, comme en France, était en train de disparaître en Israël. On va parler de cet épisode c'est dommage. Israélien. On parlera parce que vous avez de la famille en Israël, on va y revenir. Votre père, Moshe, comment vous réagissez quand vous apprenez que votre père ne reviendra jamais d'Auschwitz? Parce que vous avez longtemps espéré qu'il puisse revenir un jour. Oui, vous savez, quand il a été arrêté, j'avais 10 ans, ensuite, 11 ans, 12 ans. Et à ce moment-là, on n'a pas une perception de la mort encore bien marquée, bien concrète. Et donc, j'ai longtemps espéré que, il allait... Parce qu'il y a des déportés qui mettaient beaucoup de temps à revenir à travers l'Europe. Et donc, j'ai longtemps espéré qu'il reviendrait. Oui. Et c'est votre mère qui vous a dit c'est fini? Ma mère, quand ils ont été arrêtés, ils étaient 5. Et il y en a un qui est revenu et qui a expliqué à ma mère comment mon père est mort du typhus en mai 44. Voilà, donc on l'a appris à ce moment-là. Même pour moi, c'était un peu abstrait tout ça. C'était un peu abstrait. Alors vous veniez de passer 3 ans comme enfant caché dans une ferme du village de Marles, dans la Loire. Un village qui a compté, qui compte et qui comptera toujours pour vous. Charles Fitterman, comment vous avez atterri dans la famille Chorin, cette famille de paysans qui vous a caché et sauvé? C'était fin 41, je crois début 42. J'avais déjà été dans un pensionnat catholique pas très loin de Saint-Étienne, dont je garde un très mauvais souvenir d'ailleurs. Il y avait aussi déjà des menaces d'occupation de la zone sud par les Allemands. Et puis la police de Vichy était très présente. Et ma mère, qui était très politique, beaucoup plus que mon père, a considéré qu'on ne pouvait pas rester à Saint-Étienne. Et donc, on est parti. À Marles, je ne sais pas pourquoi. Peut-être quelqu'un lui avait parlé de Marles. Et puis, c'était un village déjà sur le plateau du Velay, à l'époque assez éloigné de Saint-Étienne, plutôt isolé. Et donc, on est parti à Marles. On a d'abord habité dans plusieurs appartements, y compris chez les sœurs. Et puis, à un moment donné, ma mère a considéré, parce qu'il y avait des petites voitures de la Gestapo qui... Oui, vous avez vu la Gestapo devant la ferme où vous étiez. Hein? Ah oui, je les connaissais bien, les voitures noires, là, rectangulaires. Et donc, elle a considéré que c'était encore dangereux de rester dans le village. Et donc, on s'est séparés. Ma sœur dans une ferme, moi dans une autre. Et ma mère, la grand-mère et mon père qui faisait des allers-retours à Saint-Étienne dans une ferme isolée à la lisière des bois. Donc, c'est comme ça que
j'ai atterri dans la Et vous êtes famille resté Chorin. 3 ans. Et alors, vous dites que Marie Chorin, donc cette femme, c'est juste qui vous a sauvé, cette femme paysanne vous a accueilli. Et elle avait les mêmes valeurs que celles que vous avez portées par la suite. Et que c'est peut-être elle qui vous a transmis vos valeurs, alors qu'elle était pieuse, catholique. Et elle vous a accueilli comme un enfant de la famille, alors même que Marie Chorin était veuve. Oui, elle était veuve. Elle avait perdu son mari l'année auparavant d'un cancer, je crois. Et oui, c'était une femme qui était très catholique, mais très charitable, très attentive. C'était pas évident d'accueillir un enfant juif à cette époque. Il y a eu des fermes où les gens ont été fusillés et la ferme brûlait, pas très loin d'ailleurs. Et vous dites d'ailleurs que le curé, vous étiez dans une école catholique, le curé de l'école savait que vous étiez juif, il vous a protégé. Le curé du village. Du village, pardon. Oui. Ah ben, je m'explique pas. Oui, parce que j'ai compris à un moment donné qu'il procurait des cartes de ravitaillement, des tickets de ravitaillement à ma mère. Et je crois que c'est lui qui a dû démarcher pour trouver une famille, parce que je vois pas très bien sinon comment elle aurait pu faire. Et vous dites que vous étiez le meilleur en catéchisme. Ben oui, moi j'étais un bon élève, même un très bon élève. J'apprenais tout ce qu'on me demandait d'apprendre. Et donc, comme il fallait apprendre le catéchisme, je l'apprenais. Ben, j'étais le meilleur, j'étais le premier au catéchisme. Voilà, j'ai des souvenirs de tout ça, de l'école catholique. Des souvenirs d'ailleurs intéressants parce que on apprend, par exemple, c'est à l'école catholique j'ai appris toute l'histoire ancienne, l'histoire qui a précédé Jésus-Christ, et donc l'histoire juive. L'Antiquité, en fait. Quoi. Ouais. Oui. Donc voilà, et puis ça m'a aussi, disons, donné un regard différent sur la religion. Donc, je considère qu'elle est à double fonction. Elle peut être force de soumission en même temps. Ou le contraire. Force de révolte. Force de révolte. Et alors, donc vous disiez tout à l'heure que vous écoutiez la radio, c'était Radio Londres. Hein, oui. Radio Londres avec Marie Chorin et avec la famille. Ouais, vous en avez des souvenirs encore aujourd'hui? Oh, j'en ai des souvenirs dans l'oreille, vous savez, parce que le soir... moi, j'avais 8 ans et demi. Le soir, il y avait une fenêtre dans la cuisine. Là, on tirait un gros rideau. Parce qu'il fallait pas que ça sache. Non, il fallait pas. Alors, c'était quand même une ferme isolée, mais enfin, on savait jamais. Et puis, elle cherchait et on écoutait Radio Londres. Et j'ai encore dans l'oreille le son de l'indicatif. Vous avez encore les mots de Pierre Dac? Vous les entendez? Le son de l'indicatif, ouais. Ça m'a profondément marqué. Ça vous a marqué. Alors, au sortir de l'âge, on avance. Vous êtes encore un enfant, vous avez 12 ans, 12-13 ans. Comment se passe votre sortie de la clandestinité? Quels souvenirs, quelles impressions vous gardez de cette immédiate après-guerre? Quand on est revenu à Saint-Étienne fin 1944, et puis je suis allé à l'école primaire encore, puisque j'avais 11 ans, à peine, oui, 11 ans. Et il y a un souvenir qui m'a marqué, c'est le 8 mai 1945. Ouais. Parce que... La libération. J'étais à l'école, je me souviens bien, je peux même dire le nom de la rue où elle était, l'école, et rue Valette. Et tout d'un coup, les cloches se sont mises à sonner dans toute la ville, et puis l'instituteur est venu et il nous a dit, bon, bah écoutez, l'école est finie, la paix vient d'être signée, et donc vous pouvez partir. Et je suis sorti dans la rue, il y avait un monde fou, les gens marchaient dans les rues. Et vous êtes dit quoi quand vous avez vu ça? Je me suis dit, bon, c'est la paix. Mais je me demandais ce que ça voulait dire, la paix. Parce que je ne l'avais jamais connu. Vous avez connu la guerre? J'étais trop petit en la guerre. Et donc, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sera plus poursuivi, on ne sera plus obligé de se cacher, on va pouvoir vivre tranquillement comme on a envie. À 12 ans, vous disiez ça? Hein? Ouais, mais c'est ce que je me suis dit. J'avais même pas 12 ans, j'avais 11 ans et demi, quoi. Et alors, avec votre mère, votre grand-mère et votre sœur, qui avaient 3 ans de moins que vous êtes donc revenus à Saint-Étienne, et votre grand-mère, dont vous parliez tout à l'heure, elle vous avait dit, avant Georges Marchais, et avant tout le monde, que vous aviez une tête de ministre. Comment elle disait ça en yiddish, hein?
Comment elle le disait? Vous savez, c'est une expression yiddish que j'avais entendue auparavant. Ouais. Et alors, elle disait quoi? Ostakop via ministre. Ostakop via ministre. Il y a une tête de ministre. Ouais. Cop. Tête. C'est ça, oui. Hein? Tu as une tête comme de ministre, oui. Ouais. C'est une expression. Hein. Ouais. Et alors? Je m'en suis souvenu après parce que j'ai dit, bah, tiens, si elle avait su que ça finirait par se réaliser. Mais elle m'aimait beaucoup, c'était une femme très attachante. Son prénom, c'était quoi, votre grand-mère? Chaye. Chaye. Chaja. Ouais. Et alors, votre mère vendait de la confection sur les marchés après la guerre. Elle vous a placé dans une maison d'enfants juifs dont les parents avaient été déportés. C'était votre père. Bah, c'était en 1945 et tout de suite au sortir de la guerre, on n'avait aucun moyen, il fallait vivre. Ouais. Et donc elle a pris contact avec des fournisseurs. Il y avait encore, Lozé, ça devait être Lozé. Il y avait encore 2 ou 3 fournisseurs de vêtements. Vous pouvez la faire travailler. Et elle a repris le banc de marchands forains qu'elle tenait avec mon père avant la guerre. Et je sais que vous l'avez aidé après, on en parlera, sur les marchés. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en 1947, vous fréquentiez la synagogue à Saint-Étienne, hein, et le débat alors se fait autour de l'idéal sioniste. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rester en France ou est-ce qu'il faut aller en Israël? Oui. Et vous avez choisi la France. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a retenu en France? Et vous avez bien réfléchi à ça. Est-ce que je vais en Israël ou pas? La question a été posée, enfin, plus ou moins, mais bon, en tout cas, c'était un sujet de débat. Et moi, j'ai réfléchi parce que il me semblait que c'était trahir ceux qui m'avaient aimé, qui m'avaient aidé. De partir, de faire son allié. Pourquoi tourner le dos à ce pays, alors que j'avais connu des gens extrêmement solidaires, chaleureux, et que j'étais déjà, pour une part, enfin, partie prenante de ce pays. Donc, et puis, vous savez, j'ai jamais été attaché aux frontières, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais très jeune, je considérais que j'avais une sorte d'idée humaniste. La fraternité. Et voilà, donc tous les hommes, ils sont différents, il faut les respecter, il faut faire richesse même de leurs différences. Cela dit, c'est pas la peine de s'enfermer, on est là, moi je vis là, et je vais faire ma vie avec ceux que je connais, tout en considérant que je comprenais parfaitement que certains veuillent aller en Israël. On en parlera, parce que vous avez de la famille en Israël, on va parler de cette famille. Oui. Et alors, vous dites aussi, j'ai lu, que vous avez envie d'être physicien, mais cela n'a pas été possible car votre mère n'avait pas les moyens. Ben oui, ça fait partie d'un rendez-vous manqué avec la République. Ouais. Elle n'a pas joué son rôle, la République. Et non. Et ça reste vrai, d'ailleurs. Ouais. Parce que les enfants d'ouvriers ou de paysans ou d'employés ont beaucoup de mal à poursuivre des études très loin. Et pourquoi physicien, d'ailleurs? Parce que, vous savez, c'était une époque où on croyait beaucoup au progrès, où la science apportait énormément de choses. Et on la considérait comme, je dirais pas libératrice, mais enfin, aidant énormément à mieux vivre, surtout au sortir de la guerre. Et donc, comme j'étais attaché à cette démarche, j'avais envie d'y apporter quelque chose. D'y contribuer, oui. Et puis, comme j'étais un très bon élève, j'avais envie d'étudier. Et donc, physicien me paraît être un bon moyen de comprendre la Terre, le monde. Et j'avais en fait deux envies. Il y a physicien d'un côté et violoniste de l'autre. Et vous jouez de la... Eh non, j'en ai jamais joué, mais j'en ai entendu jouer dans une colonie de vacances de l'UGRE, ça doit être en 1947, où j'étais, et un jour, un des moniteurs est monté sur une table et s'est mis à jouer du violon. Du violon, sans doute des airs yiddish, peut-être. Peut-être des airs yiddish, d'ailleurs. Ah non, c'était une colonie juive. Non, mais les airs de violon, c'était peut-être aussi des airs... Ah, pas seulement. Pas seulement. Non, mais il jouait merveilleusement. Ouais. J'étais ébahi par... ça m'a la pureté du son. Ouais. Ah, ça m'a touché profondément et je rêvais, je dis si je pouvais être violoniste. Et alors... Mais plutôt physicien quand même. Plutôt physicien. Et alors, vous dites, il n'y a pas de République s'il n'y a pas de preuve de République. Ces preuves... Le fils de Moshe Fitterman exterminé à Auschwitz, vous ne les avez pas vus arriver? À ce moment-là, évidemment, je ne renie pas la République. Elle a permis la liberté, elle a permis quand même de vivre
selon ses moyens, mais comme on l'entend. Elle a autorisé la contestation, l'opposition dans un cadre légal. Donc c'est un cadre que je revendique. Mais là, on parle en fait d'ascenseur social. Hein. Je suis républicain, mais s'agissant de mes études, je suis passé à côté. Ma mère, j'étais au centre de formation professionnelle, j'avais 17 de moyenne annuelle. Oui, parce que vous êtes allé au centre d'apprentissage et c'est là que vous avez appris le métier d'électricien. Hein. Oui, et donc on lui a dit, mais avec ses capacités, il pourrait aller au lycée. Il y avait un seul lycée à Saint-Étienne à l'époque, pour une ville de 230 000 habitants. Et bon, c'était pas facile. Ma mère ne savait pas comment faire. Il n'y a pas seulement une question de moyens financiers, mais même de moyens intellectuels. Et donc, elle a trouvé personne pour lui dire comment il fallait faire. S'il y avait des bourses, elle ne savait pas. Et alors, Israël, vous êtes allé 2 fois en Israël, et la dernière fois c'était il y a 4 ans je crois, parce que un frère de votre père avait choisi la Palestine plutôt que la France en 1939. Et vous avez des cousins en Israël, je sais que vous avez une cousine, un cousin, et une cousine qui habite dans la région de Tel Aviv, un cousin qui est professeur dans une yeshiva. Petar Tikva, donc professeur, l'un de vos cousins est rabbin. Hein, un rabbin Fitterman. Oui, il est très malade. Je ne sais pas comment il va, mais là, il va très mal. Il est professeur dans une yeshiva. Il habite Jérusalem. Et vous m'avez dit un jour que vous avez même quelqu'un de votre famille qui a fait carrière dans l'armée israélienne, à Tsahal. Non, je ne me souviens pas de ça. Enfin, non. Ouais. Et alors, revenant sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous êtes retourné en Israël il y a 4 ans, vous avez reproché à votre famille et aux Israéliens de ne plus parler yiddish. Mais oui. J'étais surpris. Alors, ma cousine parle le yiddish parce qu'elle a 70 ans, voilà, près de 70 ans. Son mari, son second mari, qui a vécu en France, il était à l'agence juive en 46-47, il a vécu à Marseille. Et donc, il parlait aussi le yiddish, donc, bon, c'est expliqué, mais par exemple, elle avait 2 fils, il y en a un qui parlait pas du tout. Mais il parle hébreu. Il parlait hébreu et anglais, voilà. Et dans la société elle-même, le yiddish est en train de disparaître complètement. Et alors, quand vous êtes allé en Israël, encore la dernière fois, vous êtes allé au Yad Vashem, et vous avez vu le nom de votre père, Moshe Futterman. Oui, vous savez, en hébreu, les voyelles s'écrivent pas. Et donc, ils ont traduit par Futterman. Je crois d'ailleurs que ma cousine s'appelle comme ça. Et alors, quand vous avez vu le nom de votre père au Yad Vashem, qu'est-ce que vous avez éprouvé ? Eh bien, écoutez, ça a encore d'émotions, parce que ça m'a rappelé l'enfance, tout ce que j'avais vécu. Et donc, une certaine reconnaissance du fait que son nom soit là, quoi. Et alors, justement, Marie Chorin qui vous a sauvé, une juste, elle n'a jamais eu la médaille des justes. Et vous savez que vous pouvez l'obtenir pour elle. Est-ce que vous avez envie de l'obtenir ? Je crois que j'avais essayé à un moment donné, mais je sais pas, j'ai du mal m'y prendre, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, bon, ça s'est pas fait. Et en fait, ces enfants étaient pas... Bon, écoutez, je vous promets ici, ils s'en fichaient. On fait cette émission avec vous, on va s'occuper de cette médaille des justes de Marie Chorin. C'est normal qu'elle puisse l'avoir, comme tous ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Israël, vous êtes attaché à Israël ? Quand vous êtes là-bas en Israël, vous pensez à quoi ? Vous ressentez quoi ? Un double sentiment. Je vais être très franc avec vous. D'abord, je suis attaché à l'existence d'Israël. J'ai toujours été favorable à sa création, à son développement. Chacun a une patrie. Il y a des Juifs, pour les raisons qui sont les leurs, qui ont voulu créer ce pays, cette patrie. Bon, je considère que c'est tout à fait légitime. Et je trouve même bien que soit préserver, respecter, développer certaines traditions, une certaine culture. Donc je n'ai pas du tout de problème de ce côté-là. Ah oui, d'ailleurs, vous me disiez quand on a préparé l'émission, votre cousin qui est rabbin, vous êtes allé chez lui, peut-être pour un Shabbat, je ne sais pas. Oui. Non, c'était comme ça. En tout cas, vous étiez à la table du rabbin. Oui, j'étais à sa droite. Et puis il y avait une longue table, et j'ai remarqué que les femmes étaient au bout de la table. Oui. Et alors le deuxième sentiment sur Israël ? Le deuxième sentiment, c'est le regret
de ce qui se passe à l'égard de la population palestinienne. Je trouve que c'est une faute et c'est dangereux pour l'avenir. Parce que il faut la paix. Et oui, depuis un certain nombre d'années, et en particulier dans la dernière période, se sont multipliés des agissements, des faits, des comportements qui ne sont pas conformes aux droits humains. Et je crois que il n'y a pas d'avenir pour une politique de genre. Il nous reste 5 minutes, pas mal de questions. Puisque vous parlez d'Israël, la proposition de résolution déposée par le député communiste Jean-Claude Lecoq et soutenue par une trentaine de députés NUPES, assimilant Israël à un régime d'apartheid visant, dit la proposition de résolution, la domination d'un groupe racial, les Juifs, sur les Palestiniens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'utiliserai pas ce terme, cette notion, parce que d'abord, les situations sont très différentes. On ne peut pas comparer Israël et l'Afrique du Sud. Il y a un trait d'égalité entre l'Afrique du Sud de l'époque et Israël. Et puis ensuite, je pense que mettre en avant un tel terme qui n'est pas évidemment accepté, groupe racial, bloque la c'est pas comment ça. Vous expliquez... Ça bloque la réflexion, et ça empêche disons de parler de la situation réelle, des faits réels. Et comment vous expliquez qu'une partie de la gauche en France et des banlieues soient obnubilées par la haine d'Israël ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une haine d'Israël. Ce que je crois, c'est qu'il y a de tels comportements, il y a une solidarité avec le peuple palestinien qui fait que cette situation aliène des soutiens. Vous savez, le Parti communiste comme l'Union soviétique... On soutient la création d'Israël. Oui, mais ça a évolué depuis. Et alors, émergence aussi d'un nouvel antisémitisme islamiste en France. Oui, mais ça, c'est un fait circonscrit à certains milieux. Et ce qui est lié aussi à la situation en Israël, peut-être lié aussi en même temps à l'émergence de cet ultra-islamisme agressif qu'on constate, qu'il y a des manifestations. Avec le terrorisme aussi derrière. Un petit peu partout, voilà. Est-ce que votre engagement politique, on arrive à la fin, je vous pose un certain nombre de questions, je vais vite, votre engagement politique à gauche, au Parti communiste puis au Parti socialiste, vous le retrouvez dans la NUPES et surtout à LFI, donc chez Jean-Luc Mélenchon? Franchement, non. Pourquoi? Parlez-nous de Mélenchon, qu'est-ce que vous pensez de lui? Je pense que c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a aidé dans la dernière période à faire progresser certaines idées, mais je pense qu'il vit tout cela comme une aventure personnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il pense avant tout à sa propre promotion. Il a la grosse tête? Oui, on peut dire ça comme ça. Et avec un style, avec des méthodes, avec une vision du mouvement social et du mouvement politique à gauche qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire? Populiste, le Mélenchon, il est populiste? Oui, populiste, c'est un chef, un leader et un peuple derrière, un troupeau derrière. C'est le cas? C'est un petit peu le cas. D'ailleurs, ça commence à faire débat au sein du LFI, au sein de LFI, et ça n'a pas d'avenir. Je ne crois pas qu'on puisse conquérir la majorité dans ce pays, convaincre le peuple de France avec des méthodes de ce genre. Donc ça, c'est la ligne Mélenchon, à vous entendre. Enfin, je vous pose la question, un second tour dans 5 ans, Le Pen-Mélenchon, ça sera un danger pour la démocratie? Mélenchon-Le Pen, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, comme disait Maurice Thorez. Il faut se méfier là aussi, vous savez, je me méfie toujours des mais formules. C'est la question. Des formules trop Elle est restée rapides. celle-ci de Thorez. C'est pas exactement ça, parce qu'il pardon, pas de Thorez, de Duclos. Oui, mais c'était différent, c'était 2 hommes de droite. Ouais. Et même à cette époque, c'était discutable. Mais là, non, je dirais pas ça. Mais là, vous anticipez, j'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation. Mélenchon, c'est un danger ou pas, pour vous, selon vous? C'est surtout un handicap pour la gauche, parce que je pense qu'il constitue un obstacle à une évolution positive, à une reconstruction de la gauche, sur des bases qui sont nécessaires, des bases humanistes, progressistes, et avec des règles démocratiques nouvelles. Alors, dernière question. Alors, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez comme regret, c'est peut-être de ne pas avoir été physicien, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, Charles Futterman? Qu'on retienne que je suis un homme qui a combattu toute sa vie
l'arbitraire, l'injustice, qui s'est battu pour le progrès, la justice sociale, et pour une société où les hommes pourront vivre, travailler, s'opposer éventuellement, débattre, mais en ayant chacun la chance de pouvoir construire leur vie comme ils l'entendent. Merci en tout cas, cher Fitterman, d'avoir répondu à notre invitation. C'était une très belle émission, très émouvante. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.